Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième rencontre de cet espace Tenir debout. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, juste en deux mots, en fait cet espace a été pensé dans la continuité d'une première initiative que nous avions lancée pendant le premier confinement, qui a pris la forme d'une série d'émissions que nous avions animées pendant 3 mois, entre le mois d'avril et le mois de juin, et qui a donné lieu à ce qu'aujourd'hui on appelle le média capacitant, qui est un projet qui continue à se développer, dont on reparlera bientôt. Et donc, suite à un retour d'expérience sur ce premier cycle d'émissions, on a imaginé d'ouvrir en fait cet espace de Tenir debout comme espace pour prolonger en fait cette besoin d'avoir des rencontres, déjà pour nous aider à traverser de manière plus collective le moment présent, qui présente beaucoup d'incertitudes, beaucoup de difficultés, qui nous bousculent beaucoup. Donc nous aider à traverser ça ensemble, nous aider aussi à penser ce qui arrive, les nouveautés, le sens, donner du sens en fait à ce moment particulier que nous traversons, et à travers tout cela aussi nous aider collectivement aussi à imaginer des nouvelles formes d'action, de travail, des nouvelles initiatives, et si possible aussi favoriser des nouvelles formes de coopération entre nous ou avec les personnes qui partagent avec nous nos activités. Donc l'idée, en fait, c'est un espace comme ça de réflexion et de parole sur l'expérience, en particulier de notre expérience professionnelle, notre expérience de travail, mais sous cette hypothèse qu'on a besoin de décloisonner l'expérience professionnelle et de voir comment ce qu'on vit au travail renvoie aussi à des dimensions plus larges, en fait, dans l'expérience personnelle et subjective de chacun, et puis dans l'espace social aussi. Ce qu'on vit au travail renvoie aussi à des transformations et à des interpellations plus larges, plus collectives et plus sociétales. Donc c'est surtout en fait comme ça un temps de témoignage, de parole, d'échange. Pour l'instant, on l'a organisé avec des entrées thématiques. Et donc ce soir, on va aborder ce sujet d'une articulation complexe entre des temporalités du court terme, d'urgence, et de temporalités plus longues aussi, qui demandent aussi de voir sur une temporalité longue les grandes transformations qui sont en cours. Et donc avec un topo introductif d'Olivier Blandin. Et ensuite, je vous rappelle le déroulement, c'est que après le petit chapeau introductif d'Olivier, on va prendre comme ça quelques minutes, un peu de réflexion personnelle. C'est un peu la nouveauté qu'on a introduite la dernière fois, d'avoir un petit temps pour permettre à chacun de se positionner, de mettre sur papier deux ou trois mots-clés à partir des interpellations plus personnelles. Et puis l'idée, c'est de faire comme ça un tour de table pour ceux qui le souhaitent. Éventuellement, comme ça, on vous sollicitera de manière plus personnelle. Voilà. Et puis avec aussi un temps qu'on a introduit en fin de séance, en fin de rencontre, pour chercher à capitaliser un peu les enseignements, ce qu'on retient de cette rencontre. Et donc, on prendra aussi 5-10 minutes à la fin avec aussi une synthèse finale. Voilà, donc merci de votre présence. Dans la mesure du possible, merci d'allumer vos caméras. Bien sûr, sans obligation, mais c'est aussi plus agréable de se regarder, de se voir. Voilà, pour ceux qui le peuvent et qui n'ont pas trop de soucis de débit technique. Et je te passe la parole, Olivier. Et merci à toi d'avoir préparé cette introduction. Extrêmement préparé. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, on a un petit texte d'introduction et puis après, les échanges. Alors, donc, le point de l'urgence devient, et même redevient d'une certaine manière, une question d'actualité à travers la crise sanitaire, où nous sommes tous interpellés quant aux décisions à prendre, à comprendre, à mettre en œuvre pour enrayer ici la pandémie. Cela prend la forme, des formes diverses, comme par exemple au niveau du gouvernement, dans les décisions relatives confinement, pas confinement, qui sont là une actualité particulièrement criante aujourd'hui, avec le dilemme à la fois de concilier consentement,
et les effets sur le court et le long terme des décisions, tant sur le plan sanitaire, social, économique, voire sur le plan démocratique. Cette question de l'articulation entre des temporalités différentes, urgence et construction sur le long terme, elle se pose bien sûr pour un tas d'activités qui doivent sans cesse réagir à ces décisions, comme par exemple les activités culturelles, la restauration, l'université, les commerces et nombre d'activités en fin de compte. Rouvrir du jour au lendemain avec un nouveau protocole à mettre en place, chercher des alternatives pour maintenir une activité réduite et maintenir des perspectives sur plus long terme, faire accepter les décisions au motif que si elles dégradent le court terme, elles préservent, voire consolident l'avenir. Dans le même temps, la pandémie apparaît comme un rappel à l'ordre de plus en plus rappel à l'ordre de plus de la nécessité urgente de la transition pour s'extraire du monde d'hier et construire le monde de demain avec des enjeux environnementaux et sociaux qui sont posés. C'est particulièrement le cas, par exemple, à travers le plan de relance, qui doit être mis en place rapidement pour faire relance, avec des dépenses massives qui doivent être engagées assez rapidement, et en même temps, dans des modalités qui fassent transition pour éviter de reproduire le même modèle économique. Et là, on retrouve encore la tension entre urgence et capacité à construire des dynamiques de plus long terme. Ça se retrouve aussi, par exemple, avec les vaccins, entre aller vite dans la vaccination, en France, par exemple, et maintenir un accès aux vaccins pour les pays les plus pauvres, qui serait la condition pour que l'ensemble de la planète puisse trouver une perspective de sortie de crise. Nous voyons bien comment, sur nombre de sujets, le consensus n'existe pas et met mal à l'aise et ceux qui décident et ceux qui mettent en place, comme ceux qui subissent. D'une certaine manière, l'urgence oblige de réagir, de faire vite, d'accélérer, d'aller le plus vite possible pour essayer de reprendre un coup d'avance, reprendre du temps. Mais en même temps, on observe qu'on est toujours un coup en retard parce que la situation bouge, les événements imprévus s'amoncellent. Par exemple, à peine on commence la vaccination que hop, nous arrivent des variants qui mettent à mal ce processus de vaccination, etc. Et d'une certaine manière, qui fait qu'en même temps qu'on accélère, on est en retard. Et là, je reprends l'idée d'un texte qui a été proposé par François Ardog, qui s'appelle « Le Covid et le temps », sur le fait qu'il y a quelque chose un peu de paradoxal dans cette maîtrise du temps, entre le fait qu'on est dans l'urgence, il faut accélérer, et on est déjà en retard, pour essayer de gagner du temps, là où on a toujours un temps de retard, un coup de retard. En fait, plus c'est tendu, plus on a le réflexe et d'ajouter en prescription et d'ajouter dans les éléments d'une coordination pour essayer de répondre aux situations d'urgence d'une certaine manière pour s'assurer d'une maîtrise que l'on est en train de perdre, que l'on n'a pas. On retrouve ici l'idée que l'urgence porterait ou porte le principe d'un renforcement du prescrit impératif, le plus long terme, laissant plus ouvert le principe du développement et donc de l'activité, c'est-à-dire une perspective d'émancipation. On le retrouve dans des discussions qu'on a eues par ailleurs autour de la norme, avec d'un côté la norme sociale, la protection s'impose à tous, être protégé, se déploie sous l'autorité d'une puissance surplombante qui sait, et de l'autre la norme vitale, la protection passe aussi par l'activité de se protéger et pas simplement d'appliquer des mesures de protection. En fait, la maîtrise supposerait d'essayer de faire un pas de côté, non pas pour gagner du temps, mais à la fois pour gagner dans une capacité à repenser les situations et pour regagner la capacité à faire du collectif,
à construire collectivement. En effet, ça suppose de trouver une forme de solidarité et dans les dimensions qu'il nous s'agit de tenir maintenant et aussi d'essayer de préserver dans le plus long terme, le moyen et le long terme, mais aussi une forme de solidarité dans la capacité d'accepter ce qui va marcher de ce qui ne marche pas, c'est-à-dire de s'appuyer sur une expérience pour la partager, la consolider et permettre d'apprendre et de répondre aux situations d'aujourd'hui dans une perspective de construire les conditions du plus long terme. D'une certaine manière, c'est moins par la prescription et la coordination que se trouve la réponse, sous-tendue par ce que nous imposerait l'urgence, mais d'une certaine manière par la coopération, qui permettrait de retrouver les ressources, d'être ensemble, de redéfinir un horizon commun et une capacité de penser. Cette tension entre l'urgence et la construction sur le long terme dans l'expérience professionnelle pose toute une série de questions, je vais en pointer 4. La capacité à penser la situation et non pas réagir lorsque le contexte est imprévisible, instable et sans point de repère par l'expérience, des points de repère professionnels pour comprendre, se projeter. La capacité à étayer la décision sans pouvoir prendre appui sur l'expérience et sans un savoir-faire de métier, ni même une maîtrise suffisante des conditions, des conséquences des choix. Ici, en quoi l'action urgente peut prendre appui sur un savoir de métier et fait partie d'un geste professionnel. Troisième question, la capacité à clarifier l'horizon souhaité, la visée, pour faire en sorte que la décision de maintenant ne soit pas que la réaction et la reproduction du passé dans une perspective de court terme, mais soit une manière de tenir cet horizon, de ne pas le lâcher. C'est la tension entre le coup et la partie dans une formule qu'a François Hugo. Quatrième et dernière question, c'est l'enjeu de la coopération pour construire le choix et soutenir les conséquences, pour tenir des dimensions en tension, non homogènes les unes aux autres, comme par exemple tenir l'enjeu sanitaire, maintenir une activité économique, préserver les formes du consentement qui fassent ressource, construire les conditions d'une transition. Il s'agit bien ici, tant au niveau individuel que collectif, de reprendre la main pour ne pas perdre pied, en faisant une question d'une pratique professionnelle. Reprofessionnaliser la question et pas simplement un bruit médiatique qui empêche de penser et donc d'agir. Est-ce que ces questionnements font écho à une ou des expériences vécues par vous? Merci Olivier pour cette introduction. Donc l'idée c'est de laisser un peu de temps pour voir comment les mots d'Olivier résonnent en vous. Est-ce que ça vous évoque des expériences personnelles, des difficultés personnelles, des façons dont vous-même vous cherchez à surmonter ces obstacles, ces enjeux? Ok. Donc l'idée, c'est effectivement de ne pas rentrer dans un débat d'idées, mais de repartir de comment vous-même vous êtes confronté en fait à ces tensions temporelles avec les différents enjeux proposés par Olivier. Là, pour commencer le tour de table, là, on teste en fait aussi pour donner la parole à des nouvelles personnes qui nous rejoignent et qui peuvent avoir un peu du mal comme ça à s'exprimer. Du coup, je vais proposer à quelques personnes de s'exprimer, évidemment sans obligation. Donc, si c'est pas le moment et vous souhaitez intervenir plus tard, évidemment, vous pouvez l'exprimer. Donc, je propose, je vois Didier qui nous rejoint pour la première fois ce soir. Didier, tu as envie de prendre la parole, de raconter quelque chose? Oui, je pense à ce que je fais actuellement, c'est-à-dire accompagner des dirigeants qui sont en trajectoire EFC
dont un groupe en fin de trajectoire et un autre plus en démarrage, mais finalement qui se rejoignent par le fait que ces deux groupes sont pris en charge finalement dans le cadre de la crise sanitaire, des problématiques de confinement et de tout ce qu'on a pu faire à distance, avec quand même quelques moments importants de présentiel, sans quoi le premier groupe, par exemple, ou le deuxième, ne se serait pas constitué réellement en groupe. Pardon, Didier, tu peux peut-être expliciter pour ceux qui ne connaissent pas quel est ce dispositif d'accompagnement dont tu parles? Je suis accompagnateur en économie de la fonctionnalité de la coopération et on a des opérations collectives, de formation-action, on va dire, avec des dirigeants d'entreprises qui veulent construire une trajectoire vers ce modèle économique. Un groupe de 12 entreprises qu'on a commencé fin 2019, donc avant la crise sanitaire, mais qui s'est pris la crise sanitaire de plein fouet au bout de très peu de temps et qu'on a continué à accompagner à distance pendant toute la période de confinement. Et puis on est revenu un peu en présentiel entre les deux et là on est plus encore à distance. Et un autre groupe qui a commencé plus tard, mais un peu de la même manière. Moi, ma réflexion par rapport à ce que j'ai entendu de ce qu'a dit Olivier dans ce cadre-là, c'est que ce qu'on fait maintenant beaucoup avec les chefs d'entreprise, on est sur l'accompagnement sur une trajectoire d'offres EFC, c'est-à-dire l'idée qu'il faut vraiment construire en coopération avec les clients la nouvelle offre. Une nouvelle offre qui aille dans le sens du développement durable, du modèle EFC, mais vraiment en coopération. Et il me semble que c'est le fait d'être dans cette coopération avec le client qui fait qu'on se trouve à construire les moyens de prendre en charge les questions qui se posent dans les entreprises du point de vue de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'à la fois, on se met au service avec le référentiel de l'EFC aux problématiques des entreprises dans la crise sanitaire, et ça se traduit finalement, notamment, mais pas seulement, par l'idée d'aller sur des offres de services plus créatrices de marge, de valeur, en coopérant avec les clients. Il me semble que ça rejoint ce qu'a dit un peu Olivier. Il me semble que c'est en s'appuyant sur la coopération comme une ressource essentielle pour sortir de l'urgence, faire un pas de côté et pouvoir réellement prendre un chemin différent qui permet de s'en sortir. Voilà ce que je pourrais dire. Magali, je vois que tu as mis quelque chose dans le chat. Est-ce que tu veux dire aussi comment cette question du plan de relance et de la manière dont ça se présente dans des temporalités très courtes, comment ça se pose aussi dans ton propre travail et comment ça peut créer aussi des tensions face à cette opportunité que tu indiques, mais comment ça peut créer aussi de la tension dans ton activité? Oui, merci. Donc moi, je suis à la MSA, je suis responsable de la prévention des risques professionnels et je me suis occupée pendant pas mal de temps, en fin de compte, du développement, de la prévention, de la santé des personnes qui travaillent dans les abattoirs notamment. Mais enfin bon, on est sur tous les champs d'activité. Et c'est vrai que le plan de relance actuel qui a été monté à la hâte, je veux dire, fin d'année dernière, se traduit aujourd'hui par des plans de relance par secteur d'activité. Voilà. Et alors, j'osais espérer qu'une telle manne financière permette qu'on puisse justement arriver à considérer les choses différemment sur justement la coopération territoriale entre les différents acteurs
et notamment nous qui portons les dimensions de santé professionnelle, et on sait ô combien dans ces structures-là, c'est très destructeur en fait de la santé des personnes, qu'on puisse arriver grâce à ce levier qui est inédit en fait, de donner autant d'argent, enfin de proposer autant de manne financière justement aux entreprises, de pouvoir porter d'autres dimensions. Donc, on a fait toute une approche auprès du ministère de l'Agriculture dès qu'on a entendu parler en fait du plan de relance et que les abattoirs allaient être concernés, pour pouvoir se positionner, montrer aussi aux interlocuteurs du ministère de l'Agriculture qui sont des équipes en fait en charge vraiment du volet économique du développement agricole. C'est vraiment pas les équipes de santé et sécurité au travail, c'est même pas la direction de l'alimentation qui est en charge de ça, c'est des équipes vraiment en charge du développement économique de l'agriculture, de leur proposer des rendez-vous pour présenter en fait les problématiques qu'on rencontrait dans ces structures-là et qu'ils tiennent compte de cela dans le plan de relance pour intégrer des dimensions de santé et sécurité au travail dans les propositions que feraient les abattoirs pour bénéficier de ce plan de relance. On a eu beaucoup de mal en fait déjà à les rencontrer, donc on ne les a pas rencontrés. Par contre, on a fait un peu le forcing pour que ce soit qu'il y ait des critères de santé et sécurité au travail, mais ils ont été un peu collés à droite à gauche. Et on sent que c'est avant tout des financements économiques. Alors, on essaye de repasser par la fenêtre, c'est-à-dire de se dire que comme ça va se décider au niveau local, on demande à nos équipes aujourd'hui de rencontrer les équipes de la DRAF qui vont juger de la pertinence de ces dossiers. Pour pouvoir, parce que les personnes de la DRAF ne savent pas évaluer, je dirais, la pertinence en tout cas des investissements au regard aussi des problématiques de santé qui sont rencontrées chez les travailleurs de ces abattoirs, et du coup on met à disposition, on leur propose une offre d'accompagnement pour pouvoir en juger. Voilà, donc j'ose espérer. Alors, on essaye aussi d'investir. Il y a d'autres choses, il y a d'autres plans de relance sur notamment le développement agroécologique. Et là aussi, on essaye de se positionner auprès des directs, auprès de la DRAF, pour pouvoir justement faire en sorte qu'on essaye de ne pas refaire comme avant et donner de l'argent. Alors que l'argent, enfin, c'est sur 3 ans, mais ça va partir très, très vite dès la première année, quoi. Voilà, on essaye d'infiltrer de droite et de gauche pour essayer aussi de développer des abattoirs de proximité, etc. Mais je pense que c'est le premier arrivé, premier servi. Et les plus gros, en fin de compte, qui ont aussi les capacités d'avoir des bureaux pour pouvoir les accompagner à monter ces dossiers-là, bon, bah, voilà, ils vont bénéficier, et peut-être sans contrepartie en termes de coopération, justement, d'écoute du travail réel des salariés, et d'accompagnement des équipes qui sont compétentes pour ça. Voilà. Mais bon, on essaye, qui ne tente rien à rien. Voilà, je voulais témoigner de ça. C'est très d'actualité. Ça veut dire que c'est très difficile de faire un pas de côté en situation d'urgence, parce qu'on a tendance à s'appuyer sur le cadre connu, sur les ils reconduisent déjà en place. Ouais. Ils reconduisent, ils n'essayent pas de faire différemment. Ils reconduisent ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, quoi. Et là, par rapport à vos dialogues que vous avez tentés avec les services économiques du ministère de l'Agriculture, tu peux peut-être en dire plus sur les raisons pour lesquelles, attention, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'écoute, ou ils étaient à l'écoute, mais eux-mêmes, ils ne savaient pas comment faire entrer le truc dans... Qu'est-ce qui s'est joué, à ton avis? L'urgence. L'urgence qui justifiait qu'ils n'avaient pas le temps. Alors qu'on avait au niveau du bureau santé sécurité au travail un interlocuteur qui était totalement en lien avec nous, que tu connais, Sandro d'ailleurs, et qui lui-même a eu du mal à repérer qui écrivait la feuille de route, en fait, qui écrivait le plan de relance des abattoirs, par exemple. Donc une fois qu'il l'a trouvé, j'ai dit mais on est là, faisons une réunion pour qu'on leur montre les constats, qu'on partage les constats et qu'on s'entende sur le fait que c'est une opportunité inouïe pour pousser les conditions de travail. Et en fait, cette rencontre, elle n'a pas été possible, quoi. Même lui, il les a pas rencontrés, quoi. Et du coup, on a découvert fin décembre la feuille de route. Alors heureusement, il y avait aussi les techniciens vétérinaires, les vétérinaires qui poussaient pour que leurs conditions de travail, parce qu'ils travaillent, ce sont des agents d'État qui sont détachés dans ces établissements, qui poussaient aussi pour que leurs conditions de travail soient prises en compte. Donc heureusement, ces 2 coups près ont fait qu'il y a des choses qui sont mises aujourd'hui dans la feuille de route, mais en termes d'effectivité, de comment ils vont en juger, là, on n'a aucune garantie du tout, quoi.
Donc maintenant, on travaille avec COP de France pour essayer d'identifier les abattoirs, on travaille sur le réseau pour approcher. Enfin, on essaye de trouver après voilà, une solution pour remettre de l'échange, de la discussion, de la coopération entre les différents acteurs pour pas faire n'importe quoi. Mais voilà, enfin n'importe quoi entre guillemets, hein, je veux dire, les entreprises, elles savent se débrouiller, mais en tout cas, questionner des choses qui habituellement sont très peu questionnées dans les investissements. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Merci Magali. José, tu voulais rebondir sur les conditions permettant de faire un pas de côté? Oui, effectivement, je pense que l'introduction a posé l'essentiel de la difficulté dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dirigeants, ceux qui sont en charge d'eux, sont plutôt dans une démarche d'action. En fait, c'est plutôt de la réaction. On est prêt à faire, effectivement, j'ai des exemples cette semaine où on était prêt à faire des pas en avant pour bien appliquer le programme qui a été décidé il y a plusieurs mois. Et puis à la dernière minute, un conflit social, une possible intervention du président de la République, et hop, on arrête la machine, on reporte, et c'est reparti pour un tour. Et donc là, évidemment, on a ni gagné du temps, mais encore, on a surtout continué par cette manière de faire à fatiguer les esprits et à empêcher de penser. La question de la clarification, elle est nécessaire et elle passe par le pas de côté. Or, en fait, comme on est dans la réaction et dans le fait de vouloir accomplir un programme, là je pense à une municipalité notamment, à vouloir accomplir un programme parce qu'on a été élu sur un programme, c'est qu'on est dans de l'action qui est de la réaction et qui épuise les gens et qui empêche finalement de penser. Un exemple aussi, on veut développer la mobilité douce, parce que c'est aussi, il y a un impératif légal. On veut faire de l'agriculture urbaine. On veut que les agents soient bien au travail. Ok, c'est des déclarations, mais dès qu'il s'agit ensuite de dire on va poser le cadre d'une réflexion et donc même d'une formation-action, là, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est même plus une question même de moyens. C'est une question de s'accorder du temps. L'intervenant là-dessus, comment parler de ce pas de côté? Bon, moi, ça a été, par exemple, de pousser après le premier confinement et le premier plan de reprise, de pouvoir faire déjà un retour d'expérience à chaud en essayant de le faire de manière transverse, donc pas seulement d'un point de vue ergo, par exemple, ou d'un point de vue psycho, mais de pouvoir le faire aussi d'un point de vue technique, d'un point de vue urgence, gestion de crise, donc avec des acteurs différents. Donc on a réussi tant bien que mal à le faire. Donc, et à peine qu'il était réalisé, que l'organisation était passée à autre chose parce qu'elle espérait, sans l'avoir exprimé comme ça, elle espérait que le retour d'expérience allait apporter des solutions, alors qu'elle a apporté des préconisations et elle valorisait, mais elle a appelé à prendre le temps au niveau des dirigeants à faire ce pas de côté. Et donc la notion de solidarité et de coopération, c'est-à-dire sortir d'un fonctionnement en silo, parce qu'en fait, dans une situation de crise, on dit bien qu'il y a aussi il y a l'aspect clarification, il y a l'aspect aussi discernement, il y a l'aspect systémique de pouvoir départager. Oui, il y a ça, mais il y a aussi la tentation de s'enfermer dans un fonctionnement plutôt en silo, plutôt en petits groupes pour défendre ce qu'il y a à défendre, c'est-à-dire peut-être ce qu'on maîtrise ou ce qu'on croit maîtriser. La notion de comment le métier est percuté, ça demanderait à ce qu'on puisse prendre le temps sans que ça déborde, puisque ce temps-là qu'on prend, il va permettre peut-être
non seulement de clarifier, mais peut-être de se poser, voire peut-être même de se reposer de nouvelles questions et donc développer un peu une énergie, un dynamisme, et ben, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire on va se recentrer sur le cœur de métier qu'on maîtrise, plutôt que de dire, voilà, la crise, elle nous empêche de faire comme avant. J'avais une discussion avec une DGA ce matin. Elle est d'accord sur l'idée. J'ai essayé de dire que, en fait, qu'on veuille ou pas, qu'on attende des scientifiques, qu'on attende des médecins, qu'on attende je ne sais pas qui, nous disent qu'en mars, ça ira mieux. Je dis, partons du principe que c'est comme ça et on essaie de faire avec. Quand on réfléchit, bah, au lieu de penser à en septembre ou en mars, ce sera normal, bah, disons que jusqu'en septembre, ce sera comme ça, et puis ça permet de mettre une perspective et d'ouvrir un peu d'espace-temps, parce que le temps qui nous manque, c'est surtout c'est pas forcément le temps qui manque, mais c'est la libération de l'esprit et de l'action pour occuper un temps qui soit nourrissant, qui soit peut-être aussi questionnant et qui nous aide à passer le cap, parce qu'il y a des caps à passer. Il y a encore beaucoup parmi les dirigeants et les élus, le réflexe au détour d'une phrase, bon, bah, quand ça sera revenu à la normale, ou alors, oui, on fera comme avant, mais ce sera différent, mais on fera comme avant. Ou encore comme autre expression, bon, habituellement, on a ce temps-là. Bon, si on peut le faire, ben, on va mettre un peu plus d'argent parce que on n'a pas pu faire d'autre chose, donc on va le faire. Voilà, et donc, on est dans une forme un peu linéaire de pensée, alors qu'en fait, je crois que la chance, si on veut parler de chance, en tout cas l'opportunité de cette crise, c'est de repenser la question du temps au service d'une marge de manœuvre, de renforcer des compétences, de tenter de nouvelles choses, parce que bon, aujourd'hui, bon an, mal an, si on fait comme avant, on est obligé d'annuler au dernier moment. Donc il s'agit de faire avec en disant que bah, peut-être on va annuler, mais on va tenter quelque chose de nouveau. Et d'abord, il y aura qui va nous critiquer là-dessus, parce que personne ne sait. L'exemple des masques. Tout à l'heure, dans l'introduction, Olivier mettait en exergue dans les différents points la question de l'horizon. C'était le troisième point. Et je trouve là, dans la discussion, qu'en fait, on peut prendre cette question de l'urgence dans la temporalité, qu'on peut le prendre, on peut prendre le rapport à l'action, soit en termes de modalités d'action. Et là, on voit comment on risque de rester enfermé dans des normes existantes, dans quelque chose d'assez rigide. Ou alors, on peut penser l'action dans la perspective d'un horizon. Et c'est peut-être aussi, si on prend les choses dans la perspective d'un horizon, ou alors, il y a aussi une capacité à agir très, très vite, si on a cette possibilité de penser d'autres modalités d'action, mais plus dans la perspective d'un horizon, d'une finalité commune, comme ça, d'une perspective. François, parce que là, je réagissais aussi aux commentaires que tu as fait. Est-ce que tu saurais un peu incarner ça par rapport à comme ça, un exemple que tu aurais trouvé aussi dans la manière de l'urgence aussi comme occasion de coopérer, d'être plus inventif ensemble, de créer quelque chose de nouveau? Je ne sais pas l'illustrer vraiment. C'est plutôt que je réagis à l'idée, qui était d'ailleurs tout autant mon idée dominante, selon laquelle, comme l'a dit Olivier, dans l'urgence, on est plutôt convoqué dans la réactivation du même, dans la dynamique du réflexe, autrement dit, comme quelque chose qui ne pense plus, mais qui est dans le programme, quoi. Alors que le long terme libérerait une occasion
projeter sur des horizons qui pourraient s'inventer. Mais après tout, on peut aussi imaginer, sans que j'en ai là aucune preuve comme ça, mais imaginer que dans des moments de grande tension, de grande urgence, il y a une espèce d'impossibilité à faire comme d'habitude. Ça ne marche pas, parce que ça ne passe plus. Et par exemple, on a vu aussi, au moment de la crise des hôpitaux, mettre en l'air tous les protocoles, faire basculer, mettre à la poubelle tous les processus hyper bureaucratiques qui obligeaient de passer par au-dessus, par en dessous, avant d'avoir quoi que ce soit, et ils ont carrément coupé, en prenant des contacts, par exemple avec les médecins de ville, pour inventer des façons de s'en sortir, à l'intérieur de l'hôpital, en bousculant les hiérarchies, les organisations, pour improviser finalement de la capacité, et qui d'ailleurs faisait vivre alors toute une ressource, toute une richesse d'expérience que l'organisation généralement enjambe, ignore, voire combat, mais qui s'est avérée là, présent, c'est-à-dire qu'il y en a, donc qui s'était bien développé clandestinement quand même l'organisation ne les sollicitait pas, et deuxièmement, s'avère utile, qui fait l'objet d'ailleurs de reconnaissance un peu faux cul, mais de reconnaissance quand même que, heureusement que, et toute la question, donc il y a de l'inventivité alors, qui suppose d'ailleurs qu'il y avait de la ressource, c'est-à-dire qu'il y avait du stock non regardé, du stock non valorisé, mais du stock, un peu comme en ergonomie, on le sait depuis toujours, les systèmes marchent sur d'autres bases que ce qu'ils reconnaissent ou ce qu'ils disent, et qui s'avèrent des chances quand, justement, ça manque s'ils ne sont pas là. Donc, il y a là quelque chose qui peut-être doit pouvoir nous inviter à ne pas se laisser non plus trop attirer dans une réflexion qui serait a priori dans un rapport très circonspect à l'urgence, parce que ce n'est pas impensable que dans ces moments-là, se donne à voir justement de l'inédit. Dans toute la question, c'est comment on le perd ou pas quand, entre guillemets, ça revient à ce qu'on appelle la normale. Et comment on apprend, quoi, de capacité inventive dans l'urgence. C'est ça ma remarque par rapport à ce qui se disait. Mais là, comme ça, je ne sais rien en dire d'autre et je n'ai pas en tête là tout de suite, sauf ce que je viens de dire, que tout le monde a en tête dans les hôpitaux, ce qui s'est, on l'a bien vu, inventé. Et on a vu, par exemple, le rapport entre la gestion et les opérationnels s'inverser, ce qui était contre-intuitif puisque toute l'organisation était dans l'autre sens. Et la gestion se mettre au secours d'eux, on voit bien qu'on n'en fait pas un modèle pour ça, mais voilà. Il y a là quelque chose dont il me semble, alors que pour nous, il ne faudrait pas qu'on perde l'occasion d'arrêter ces figures-là, d'éviter qu'elles se perdent et d'inviter qu'on construise dessus, quoi. Ouais, je me demande si on parle de la même chose qualitativement, ce que tu évoques, François, de comment la première expérience de la crise, avec toute l'incertitude et le débordement de tout ce qui était en place, a créé effectivement des formes de créativité, d'inventivité, de coopération nouvelle. Et ce qu'on évoque là à travers l'urgence, notamment à travers le plan de relance, qui est quelque chose de très institué. Donc je me demande s'il y a quelque chose où finalement ce qu'on appelle urgence, c'est très construit en fait. Et c'est quelque chose de très différent par rapport au rapport réel de la crise qui déborde. C'est-à-dire que la situation d'urgence, elle est créée, elle est très construite en fait par un système de normes, et qu'à ce moment-là, c'est très différent. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant la première crise, c'était pas une urgence, c'était quelque chose d'absolument inédit, et face à ça, effectivement, la créativité a été ressource pour inventer des nouvelles choses. Alors que ce à quoi on est confronté aujourd'hui, ce sont des formes d'urgence, quelque chose qui met de la pression temporelle, mais qui est très construit par exemple, le cadre institutionnel du plan de relance, avec des normes, avec des contraintes, avec des tuyauteries comme ça, qui crée du coup cette incapacité
de continuer à faire preuve de cette créativité parce que c'est tout un appareil qui s'impose. Enfin, voilà, c'est juste que dans ce rapport à une immédiateté temporelle, il y a peut-être des qualités différentes. Jean-Pierre, Juste, excuse-moi, Sandro, juste par rapport à ça, et j'arrête après tout, par rapport à ce que tu dis, que je trouve tout à fait pertinent, cette idée que c'est construit, et que c'est donc pas tout à fait la même chose que je disais. Mais alors, dans un autre sens, c'est un point qui est très bien développé par François Hartog dans le papier là, dont j'ai passé l'indication, c'est que ce qui était construit dans la période antérieure, c'était justement l'urgence comme figure de gestion. Le zéro stock, la réactivité, posé comme le modèle même d'innovation, ce qui mettait tout le monde en transe et qui fait que le système est vivant. Il y a idéologiquement un rapport à une urgence idéologiquement construite, défendue et structurée. Et en même temps, la crise, c'est que justement, le zéro stock, c'est un problème quand il n'y a plus de stock et qu'il y a une espèce de retournement de la notion qui est prise dans son propre piège. Et là, je pense qu'on va avoir aussi une question qui est comment le temps réel, qui était posé comme un idéal d'organisation, à la fois sous l'angle d'une inventivité que c'était supposé produire et d'un effet économique de coût réduit, se retourne complètement quand on change d'échelle. Ce point-là met bien en jeu des constructions d'urgence qui s'inversent. Jean-Pierre. Merci Sandro. Je vais rebondir sur ce que François Hibou vient de dire et ce qui a été évoqué par rapport aux hôpitaux, aux urgences, etc. Effectivement, Sandro, tu as eu raison de préciser, dans le milieu de la santé, l'urgence est une construction préalable, différente de ce qui peut se passer dans les services, qui ont certains protocoles d'urgence, mais qui fondamentalement n'ont pas été préparés. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu des dérapages. Et puis, il y a plein d'autres raisons, on pourrait les évoquer sur les services de santé et sur les hôpitaux, les dérapages qu'il y a pu y avoir. Moi, quand j'ai reçu votre thématique, j'ai réfléchi au terme, pourquoi urgence? Je pensais plutôt à l'indispensabilité. Je fais appel à aussi une étude que nous avons menée à l'ITMD, l'Institut du travail du management durable avec Alain Coffino, une étude qualitative dans laquelle on a interrogé un certain nombre de gens sur le travail d'après et les retours qui nous ont été faits n'ont à aucun moment évoqué cette urgence. Mais par contre, on a vu à la fois à travers les plaintes, ou en tous les cas les ressentis négatifs, mais également la gestion de l'activité, qu'il y avait rien de mis en place, si ce n'est que le minimum acceptable qu'il fallait absolument faire. Et que donc, du coup, il n'y a pas eu de management, il y a eu du contrôle. Ça a été répété par plusieurs personnes. Et on n'attendait pas que les choses soient faites, que l'activité soit réalisée, mais que le minimum qui montre que l'on était accroché à son ordinateur et qu'on répondait aux 36 mails à laquelle il fallait impérativement répondre était fait. Quant au reste, ça n'avait aucune espèce d'importance. Beaucoup de commerciaux nous ont interpellés là-dessus, en disant tant qu'on répondait, même si on ne vendait pas, ce n'est pas grave. Voilà. Et ça a amené des conséquences tout à fait intéressantes. Nous avons prolongé cette première étude qualitative grâce à un stagiaire de ParisTech Les Mines qui nous a fait un très beau travail qu'on présentera prochainement à l'ITMD. Vous êtes évidemment les bienvenus. Vous trouverez ça sur le LinkedIn ou sur notre site internet. Et donc, je crois que par rapport à la présentation d'Olivier, effectivement, si on remplace la notion de urgence par indispensabilité et vision du long terme, construction sur le long terme, aujourd'hui, en tous les cas, c'est un peu ce que je vis dans certaines entreprises, il n'y a pas de long terme. On est en permanence sur BFM, je caricature,
BFM, LCI, CS News et je ne sais quelle autre idée, sans se rendre compte que ce n'est pas là que l'on va avoir les informations nécessaires. Et donc, en usine, on avance. Dans les sièges, on ne sait pas. Et je crois que ça, c'est une véritable problématique parce qu'effectivement, on utilise des terminologies comme l'urgence, comme il faut attendre que, comme on attend que, etc., sans se rendre compte qu'à côté de cela, il y a des choses qui s'installent, il y a des choses qui sont en train de bouger. Même au niveau gouvernemental, vous êtes, comme moi, tout à fait informé de la proposition de loi sur le renforcement de la prévention et de la santé au travail. J'ai transmis l'information à plusieurs entreprises en disant lisez-le, c'est important, ça va faire progresser sérieusement la question de la santé au travail d'une façon plus générale et personne n'était au courant, ni les RH, ni les HCE, etc. Voilà, donc je pense qu'il y a un gros travail à faire et je ne suis pas sûr, mais ça c'est par rapport à la symbolique du pas de côté, si c'est un pas de côté ou si c'est un vrai pas vers l'avant. Merci. Merci Jean-Pierre. Là, je trouve qu'on est un peu dans une posture un peu critique par rapport aux institutions, par rapport aux formes. Je réagis pas uniquement à Jean-Pierre, mais de manière plus générale, comme ça. Et je me dis effectivement qu'on est confronté à toutes ces contraintes comme ça, mais qu'en même temps, c'est pour éviter en fait le côté un peu péremptoire comme ça. C'est qu'en même temps, pour que les choses se passent bien, on a besoin aussi de réintroduire dans l'activité, c'est-à-dire dans les logiques concrètes du faire de chacun, aussi de réintroduire cette dimension d'une perspective sur le long terme, de l'horizon, d'un horizon de sens, de sens partagé. Donc c'est peut-être aussi pour revenir au-delà comme ça d'une critique de la manière dont les institutions peuvent être dépassées ou réagir de manière inadaptée, mais comment aussi chacun de nous essaye de réinjecter un tout petit peu dans là où on est, de réinjecter aussi ces dimensions, de remettre une autre perspective d'action dans ce que l'on fait déjà pour soi-même. On a besoin un peu de construire aussi un chemin, de s'accorder aussi avec les autres, ceux dont on a besoin de l'apport aussi. On a besoin de renégocier aussi des significations partagées. Comment on s'y prend soi-même pour justement pour remettre cette dimension qui fait défaut peut-être dans des formes de prescription actuelles? Là, je repense à Magali, par exemple, disait, au niveau national, ça ne marche pas, mais là, il y a un horizon de sens qui est construit déjà tout de suite aussi par le fait de projeter une autre tactique qui va passer plutôt par le niveau local, parce que là, on sait qu'il y a de l'entente, on sait qu'il y a des équipes locales qui ont des relations avec des partenaires locaux, donc ça permet de remettre en perspective par rapport à des ressources qu'on connaît, quelque chose qu'on connaît, avec lequel il y a de la familiarité. On sait que les équipes locales de la LSA, pour prendre cet exemple, elles vont avoir peut-être une capacité localement de renégocier des choses, d'être vigilantes, tout en s'appuyant aussi sur un patrimoine historique de relations, de confiance, de dialogue avec des institutions locales. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui, face à un obstacle au niveau national, permet de trouver une voie de dégagement dans quelque chose qui redonne de la continuité à l'action. Ouais, en fait, pour compléter, c'est qu'on est en train de se construire un plan stratégique, en fait, un peu. En fait, ça sera possible qu'ils reprennent la main localement que si on les soutient nationalement. Et le soutien national, il passe par des webinaires avec notre réseau qui sont intéressés pour s'y investir. En même temps, une approche au niveau national de France Agrimaire qui gère les gros dossiers et qui a produit la note. Donc, en même temps, de continuer à se rapprocher de ceux qui mettent en place ces plans de relance au niveau ministériel, avec des soutiens qu'on a du Bureau Santé Sécurité au Travail. Donc, on essaye et en même temps de travailler avec la filière de COP de France, du coup, donc les représentants de la filière, pour pouvoir voir avec eux comment on peut être soutien, en fin de compte, aux
aux projets, en tout cas des structures moyennes, voilà, et se positionner en offre d'accompagnement de ces structures-là, quoi. En mettant en exergue que le fait de travailler ensemble, on gagnera tous en, voilà, en performance, et enfin, la santé sécurité au travail des gens étant un facteur de performance. Donc en fait, on est en train de se développer une stratégie d'intervention. J'ai peur qu'on soit un peu tard malheureusement, mais bon, peut-être ça fonctionnera, on essaye. Olivier, tu évoquais une expérience dans un service d'urgence. Donc là, on est au cœur d'un collectif professionnel dans la compétence. C'est justement un savoir-faire pour gérer l'urgence. Tu veux évoquer cette expérience? Oui. Bah, juste, donc c'était une intervention près d'un hôpital, un centre hospitalier, sur un service d'urgence du centre hospitalier, et j'étais avec Sandro dans cette intervention, et on se faisait la remarque qu'il y avait le sentiment de débordement des urgences que vous connaissez bien. Et en essayant de comprendre la question du débordement, il nous a semblé qu'elle venait pas tant d'un effet volume que d'un décalage entre une organisation et des savoir-faire professionnels qui étaient assis sur la capacité à traiter des situations d'urgence, mais qui devenaient assez minoritaires, voire très marginales dans l'activité quotidienne, et que par contre, il y avait un sentiment, enfin pas un sentiment, il y avait une situation de débordement pour traiter des situations de santé ne relevant pas de l'urgence, et une forme d'impréparation, d'un décalage, d'un savoir-faire professionnel et d'une capacité collective à prendre en charge les situations peu urgentes qui débordaient tant dans une forme peut-être de désorganisation que n'arrivait pas à rattraper la dynamique de coopération. Et il me semble, si je veux faire écho, la difficulté qui était posée d'une certaine manière, au-delà du fait que ça faisait des problèmes de tension interpersonnelle, avec des phénomènes différents selon un type de métier, etc., mais il me semble que la question, c'est le fait d'une incapacité, enfin d'une difficulté à constituer un collectif qui soutienne une capacité, donc à partir d'une visée de ce qu'on chercherait à faire, dans une situation décalée par rapport à une représentation que les urgences, ça serait ça, mais c'est plus ça, donc on ne sait pas ce que c'est, donc on ne sait pas ce qu'on fait là, à quelque chose, donc d'une capacité, encore une fois, à se projeter, qui permettait de penser et d'agir sur les situations présentes. Et du coup, il me semble que cette dimension de la coopération et du collectif était insuffisante pour faire ressource. Il nous semblait qu'au contraire, elle devait être un point d'appui important. Voilà. Merci Olivier. Il y a Thibaut qui demande la parole et Eva qui a mis plusieurs choses dans le chat. Donc Eva, si vous souhaitez aussi intervenir, n'hésitez pas à l'indiquer. Thibaut. Oui. Écoutez, c'est quand même... c'est un peu pas bizarre, mais on a beaucoup travaillé avec Sandro dans le cadre du dispositif Villepère d'aujourd'hui. Et quand on fait le tour de table de tous les intervenants, ils ont tous parlé de l'idée de travailler complètement dans l'urgence, à tel point, enfin, dans une collectivité, hein, je suis à la ville de Lens, je suis adjoint au maire, moi, donc je suis embêté parce que je ne suis pas directement pris par cette question
comme celle du travail, mais plutôt comme un élu qui essaye de faire vivre ces questions dans le travail. Et on en avait déjà discuté avec le directeur général des services techniques. Aujourd'hui, c'est l'urgence qui est devenue le modèle d'organisation de la commande politique, entre guillemets. Ça veut dire, avant, on travaillait avec un niveau de travail comme ça. Tout d'un coup, hop, il y a quelques urgences. Et puis, depuis quelques années, tout est fait dans l'urgence. Mais c'est vraiment le mode d'organisation à tel point que plus personne n'a le temps de se poser. On sent comme une tension. Et là, en plus, la question qu'on cherche à traiter, c'est le plan de relance de l'État. Enfin, c'est ce que tu disais, Sandro, dans une conversation là, avec François. Le plan de relance est fait pour... il faut tout de suite, c'est le 5 février, il faut avoir donné son document d'investissement sur tel projet. Alors, on est complètement... Alors, peut-être que le Covid, ça a créé un peu moins d'urgence ou une autre forme d'urgence, mais en tout cas, voilà, on est pris par cette urgence organisationnelle au quotidien, puisqu'on le fait, pourquoi on ne le demande pas, et donc les services sont pris dans cette logique-là. Et en plus, il faut répondre en urgence à des trucs qui viennent surcharger complètement la barre. Et peut-être que le petit dispositif là qu'on essaye d'installer avec Villeperche, réfléchissez aux questions que tu avais posées, Olivier, capacité de penser la situation. Les gens quand même témoignent du fait que c'est le bon moment. Je pense que c'est le bon moment, en tout cas pour les équipes, ont ressenti l'idée que c'était le bon moment pour réfléchir à tout ça et prendre le temps de se poser pour ne pas se faire happer par le flux, puis finir, de toute façon le mur est en face de nous, donc les mots sont ceux-là, hein. On va dans le mur, donc c'est le bon moment pour au moins essayer que ça fasse le moins mal possible ou peut-être même l'éviter. C'est l'idée, voilà, que c'était... Voilà, c'est très très étonnant de voir on parlait de la convergence des problématiques entre les différents territoires, ce que ressentent les gens, mais là il y a complètement convergence de ce qu'on pense, enfin, dans ces questions d'urgence. Alors, penser la situation, puis s'il y avait des questions, c'est vachement bien, quoi, quand même. C'est un moment, si on arrive à se poser, peut-être même se reposer, ça permet de remettre des perspectives concrètes d'action et de ne pas laisser les gens laisser le temps au collectif de s'installer, sinon on isole tout le monde et puis c'est sûr que tout le monde du coup s'effondre, quoi. Capacité à étayer les décisions, prendre appui sur l'expérience et les discussions, parce que c'est des temps qui sont c'est pas anodin, ces temps qu'on se force à prendre pour qu'on tient comme des temps, une demi-journée, une journée, un petit séminaire avec quelques personnes, tout le monde n'est pas autour de la table, mais ceux qui font l'effort de venir, ça crée les collectifs. Prendre appui sur le réel, ne pas reproduire le passé, ça sert à ça, l'accompagnement en tout cas de la bienveillance de Sandro sur le sujet, et puis des enjeux de coopération, de reprofessionnalisation. Alors en tant qu'élu, je vois bien qu'à la fin tout le monde se tourne vers moi pour me dire il faut une décision politique, monsieur l'élu, et moi je suis embêté en me disant mon Dieu, comment vais-je emporter une décision politique, le pied dans une porte, dans un rapport de force, donc tout d'un coup ça réinterroge aussi toutes ces questions. Voilà, donc peut-être un peu moins dans l'urgence, mais enfin pour le politique, mais moi je trouvais vraiment que c'est très très étonnant comment tout ce qu'on a pu échanger, tout d'un coup, ça a paru comme quelque chose de très très concret dans tout ce qu'on échange ici maintenant. Voilà. Sarah, tu veux prendre la parole pour exposer je vais redire des choses, mais je me disais finalement le sentiment d'urgence. En fait, je trouve qu'on est dans un rapport au temps tellement bouleversé que depuis tout à l'heure, je me disais, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment urgence? Où il y a vraiment urgence en dehors de l'hôpital finalement, puisque tout est tellement suspendu à tellement d'endroits. Et je me disais, est-ce que finalement le sentiment d'urgence, il ne vient pas surtout du fait que, comme les normes changent, les obligations changent,
j'ai l'impression que tout le monde passe beaucoup de temps à s'adapter à une situation nouvelle qui dure pas longtemps et que ça donne en tout cas un rapport au temps assez contraint. Alors que finalement, il y a quand même en effet des choses qui se passent et que ce qui serait peut-être urgent, c'est de comprendre ce qu'il y a à en apprendre ou ce qu'il y a à transformer. Voilà. Je pensais à deux choses concrètement. Je pensais au monde de la culture où finalement tout est arrêté et du coup, il y a des discussions des fois qui deviennent possibles qui n'étaient pas. Moi, j'ai parlé à une directrice de théâtre pendant une demi-heure au téléphone, ce qui en temps normal est inexistant. Et parce que soudain, je me suis dit, mais elle doit s'ennuyer en fait. Il ne se passe rien dans son théâtre. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'elle me disait, que c'était horrible à vivre. Et en fait, il y a du coup comme ça, mine de rien, du temps qui pourrait être utilisé à penser la suite. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'on pense la suite sur, en tout cas, là, dans le monde de la culture jusqu'à l'été, ou comment on va pouvoir proposer des choses à être dehors et tout ça. Et que c'est comme si c'est pas encore assez long, cette crise, pour qu'on pense que, en fait, ce que ça remet en question, c'est plus que les mois à venir. C'est pas encore assez long pour qu'on se pose la question de, mais sur le fond, ça nous interroge où? En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai sur tout ce qui est le spectacle vivant. Voilà, que pour l'instant, on s'adapte et qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, ou qu'on s'en rend compte, mais que c'est encore ce truc que ça va revenir normal. Donc, on n'a pas complètement besoin de penser la chose de fond, quoi. Et puis, pareil, sur un travail que je fais avec des travailleurs sociaux, ou par exemple, une chose que je trouve vraiment très, très intéressante qui raconte sur l'été dernier, que suite à la fois à l'enfermement qu'avaient subi des jeunes avec lesquels ils travaillaient dans les quartiers, et puis aux contraintes sanitaires, ils ont inventé, par exemple, des séjours qui ont amené les jeunes à découvrir leur environnement finalement assez proche, parce qu'ils ne pouvaient pas circuler loin, ils ne pouvaient pas emmener 20 jeunes, je ne sais pas où, à 300 km, donc ils ont choisi d'en emmener 60 à 15 km en prenant le bus, en faisant du vélo, parce qu'ils n'osaient pas les mettre tous serrés dans des camions ou dans des... Voilà, ils n'osaient pas prendre le train avec eux. Et par exemple, ils racontent que ça a créé quelque chose de vraiment très, très intéressant dans le rapport des jeunes avec leur environnement. Beaucoup de demandes des familles parce qu'ils ont découvert qu'il y avait des forêts, il y avait... voilà. Et donc, tout ça, ça existe dans la nécessité de s'adapter. Et que maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on apprend de ce que ça a créé comme ouverture pour les jeunes, comme demande des familles, comme mise en coopération de ces structures-là qui, du coup, ont créé des conventions avec plein de lieux qui font des jardins, des machins dans leur environnement proche. Et il me semble que ce qui serait urgent, c'est maintenant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on le pérennise? Comment on répond mieux? Comment à ces demandes qui s'expriment? Et voilà. Et que c'est comme si le temps de crise n'était pas encore assez long pour qu'on arrive à se poser la question comme ça, j'ai la sensation des fois. Ce qui n'est pas très positif parce qu'il faudrait presque en reprendre une couche pour qu'on se dise il faut vraiment penser le fond, quoi. Voilà. Des choses un peu merci Sarah. Là, je trouve effectivement qu'il y a deux figures en fait de l'urgence ou de la réactivité. Qu'il y a la réactivité dans le rapport au réel, et qu'il y a la réactivité comme effet d'une prescription. Et je pense que c'est ça, en fait, qui se dégage. Et ce que tu poses, c'est du coup que en fait, là, on est devant une prescription qui cherche à obtenir de l'urgence par des injonctions, ou qui cherche à obtenir de la réactivité par des injonctions normatives. Alors qu'effectivement, ce que tu proposes, c'est du coup de poser que la capacité d'adaptation, la capacité de réactivité, la capacité de faire face au réel et à laisser du côté de l'initiative. Et alors, le prescrit doit plutôt prescrire des dispositifs en capacité de prendre appui sur cette créativité. Donc, c'est plus un dispositif qui prend appui sur la réactivité, finalement, comme ressource immatérielle, comme quelque chose qui se joue dans le rapport réel, plutôt que chercher à l'obtenir par une prescription directe. C'est un peu ce qu'on dit aussi par rapport à d'autres ressources immatérielles, comme la question de la confiance ou la coopération. C'est des choses qui ne se décrètent pas. On pourrait dire aussi que la réactivité ne se décrète pas.
Et alors, dans le cadre d'un plan de relance, peut-être que justement l'enjeu, c'est pas de décréter une capacité de réactivité au risque que cette réactivité prenne appui sur des normes déjà installées sur l'ancien monde, on pourrait dire. C'est, je pense, un peu le cas de ce qui se passe aujourd'hui, alors que peut-être qu'on peut penser aussi une autre dynamique de relance qui prenne appui sur une capacité d'apprentissage au regard de toute l'ingéniosité qui s'est mise à l'œuvre dans les mois passés. Et en lien avec, pardon Sandro, mais juste pour aller dans ton sens, mais et aussi en lien avec la visée. Parce que quand même, je trouve que, par exemple, sur le spectacle vivant, ça interroge fortement de se dire que la crise nous oblige à sortir des théâtres, à aller faire des choses dehors, à aller... Il y a des gens qui ont dansé devant les EHPAD à travers les fenêtres. Enfin, et quand même, c'est des questions qu'on se pose depuis longtemps, de comment on peut partager la culture et tout ça. Et donc, en effet, puisqu'on se trouve contraint de le faire, faisons-en quelque chose sur le long terme en reposant la question de la visée, de l'horizon, du sens que ça a, de pour qui c'est et toutes ces questions-là. Alors, il y a plusieurs demandes de parole. Il y a les deux François et puis Didier. Donc, on commence par François Hugo. Oui, je vais revenir un peu sur des choses qu'on s'est dites, mais je me demande si je découvre en fait le sujet, on a pourtant l'a posé, donc on a réfléchi un peu quand même pour raison de le poser, mais je trouve que nos échanges, en tout cas moi, me dégagent des choses que je n'avais pas du tout. Je trouve que la question d'urgence, en fait, il y a d'un côté, par exemple, quand on parle des services d'urgence, un service d'urgence, c'est un service qui est capable de faire face au singulier, au cas particulier, et dont l'entraînement, c'est d'acquérir des réflexes, des automatismes, pour dégager la capacité de faire face à ce qui émerge d'autres. C'est une tension, parce que s'il ne sait faire que ce à quoi il est prêt, ce n'est pas un service d'urgence. Et s'il invente à chaque fois que c'est différent, il va falloir chercher, c'est trop tard. Donc, il cherche, comme les grands sportifs, comme les grands entraînés, à acquérir des réflexes, des automatismes, collectivement, pour pouvoir, ensemble, faire face au cas particulier quand il arrive. Donc, c'est une grande capacité à accepter, à organiser la disponibilité au cas, au singulier. Il y a une question d'urgence qui est complètement l'inverse lorsque, dans les organisations, on va dire, plus industrielles, ça devient une espèce de principe qui, au contraire, résonne sur le standard. On stocke rien parce qu'on réagira au cas tout le temps pareil, et à ce moment-là, l'urgence devient le débordement. Un service d'urgence, il n'est pas débordé, normalement, sauf si. Mais son boulot, ce n'est pas d'être débordé par le cas, c'est d'être capable d'absorber le cas au dernier moment. Et l'urgence, au contraire, devient un problème dans les organisations qui sont construites sur l'hypothèse qu'il ne doit pas y avoir d'événement, pas de cas particulier, et à qui, quand ça arrive, il y a une urgence. Donc, il y a une opposition. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il me semble que l'urgence, donc, c'est un rapport avec la question du service. C'est important parce que dans le service, il n'y a pas de stock. Le service est toujours en temps réel. Et a fortiori, la relation de service, elle n'existe que dans le moment où elle se doue. Par contre, ce qui en fait la qualité, c'est ce qu'elle vient mobiliser de dimensions préparées, d'une intelligence des choses qui fait que les gens ne sont pas pris non plus au dépourvu. Et donc, il y a un rapport à ce qu'il a fallu constituer en amont pour être disponible dans l'échange. Mais c'est dans l'échange, au moment où ça se passe, donc en temps réel. Donc, il y a toujours une dimension très stressante dans le service parce qu'on ne peut pas stocker. Donc, c'est la disponibilité. Il me semble que là, dans la crise, là, il y a un télescopage de toutes ces dimensions en même temps qui nous invite à faire un peu le ménage, de faire le tri et organiser un peu conceptuellement, parce que ça devient un enjeu très pratique,
des statuts d'urgence qui ne sont pas du tout les mêmes, pour qu'on ne se laisse pas bouffer par une image qu'on en a qui interdit de penser les autres, tout en même temps qu'il y en a bien beaucoup. Donc, il y a une diversité là dont je pense qu'il faut qu'on apprenne à en dégager les formes, les différences et les articulations. Voilà, moi c'est ça un peu qui me vient. Et peut-être que dans nos métiers, c'est une interpellation, je dirais à la fois conceptuelle, mais elle devient très vite politique. Et elle passe donc par une organisation concrète, quoi, de comment on sait, c'était un peu la première remarque de Sandro qui avait juste, ne pas mélanger des situations qui, au motif qu'elles prendraient toutes le même mot, sont en réalité tout à fait différentes. Et donc, on a une vraie occasion, je pense, d'une conceptualisation des temporalités qu'il faut affiner. François G, est-ce que tu souhaites intervenir? Tu avais mis un petit commentaire dans le chat, si tu veux prendre la parole. Oui, j'avais mis un commentaire que je n'ai pas mis à destination de tous les participants, mais je veux bien tenter de l'expliciter. Je vais lire mon commentaire d'abord. Je disais, y a-t-il urgence à ou ne faut-il pas réfléchir à condition de trouver des lieux comme celui-ci, là, celui dans lequel nous sommes collectivement, pour diffuser le plus largement possible un point de vue sur l'après-Covid. Aussi, je crois, sur le monde d'avant le Covid. Je veux dire, est-ce que, par exemple, on utilise le terme de crise, est-ce que le terme de crise, il est bien adapté à la situation que nous vivons? Alors peut-être crise sanitaire, mais pas crise de la société. Enfin, je crois que c'est plus fondamental que ça. Est-ce qu'on ne se fait pas des illusions? Enfin, nous, je n'en sais rien. Le on est totalement impersonnel. Est-ce qu'on ne se fait pas des illusions sur notre capacité à prendre des mesures conjoncturelles qui nous permettraient de revenir au monde d'avant? Ça pose la question de est-ce qu'on est bien, est-ce que jusqu'à maintenant on était bien conscient du monde dans lequel on vivait? Des capacités de ce monde comme celles que l'on vit, Pardon, et notre François. capacité à... oui. Pardon, il y a des soucis de connexion en fait, ça saute pas mal, il y a des coupures. Oui, peut-être que ma connexion n'est pas excellente ce soir. Oui, je disais, alors je vais tenter de me répéter en espérant que ce soit plus clair, plus compréhensible en tout cas. Oui, je disais, est-ce qu'il n'y a pas des illusions sur notre analyse du monde dans lequel nous vivions avant cette crise sanitaire? Et justement, imaginer que on peut changer, imaginer qu'on pourrait retourner dans le monde d'avant. Moi, je pense que c'est une erreur d'appréciation de ce qu'était le monde d'avant et qu'il y a des situations vers lesquelles on ne pourra pas revenir. Et je ne suis pas sûr que les mesures de retourner dans le monde d'avant, ce sera peut-être une illusion. Je crois qu'il y a des choses qui sont, enfin, il me semble qu'il y a des choses qui sont impossibles, alors qu'on avait l'illusion jusqu'à maintenant qu'elles étaient possibles. Je veux dire, des crises sanitaires, on en revivra. Des virus, il y en aura d'autres. Est-ce qu'on est capable donc d'avoir une représentation différente du monde dans lequel on vit et des conditions nécessaires pour que ce monde devienne vivable, en fait? Ça pose des questions, y compris de l'écologie, hein, de ce type de réflexion.
Alors, je ne sais pas si si mes idées sont très limpides et suffisamment claires. Mais moi, ce qui me semble aujourd'hui, c'est je vois, alors peut-être pas complètement, mais je vois autour de moi la recherche de solutions qui donnent l'illusion qu'on pourrait revenir à un monde quasiment normal tel que celui qu'on vivait avant. Merci François. Je pense qu'effectivement, ça pose la question que cet enjeu de l'horizon, c'est une vraie difficulté pour tout le monde, en fait, aujourd'hui, de se projeter vers un nouvel horizon comme ça dans l'imaginaire collectif, compte tenu des grandes incertitudes du moment. On va vers la conclusion, mais il y avait Didier qui demandait la parole. Donc, je propose à Didier d'intervenir et puis on va conclure. Oui, d'abord, en réaction avec ce que vient de dire François, il me semble que du côté de l'autre, François Thibault, par exemple, moi, ça me renvoie à une problématique de crise du rapport au réel qui se ressent à tous les niveaux, notamment au niveau des décisions qui sont prises par le gouvernement, par exemple, qui ne prennent pas en compte du tout des questions du réel, du port du masque ou de tout un tas de décisions, de la réalité de la mise en œuvre sur le terrain, quoi. Et donc ça pose le problème de la distance, de la façon d'aborder les choses de façon descendante, autoritaire, sans du tout se préoccuper du retour d'expérience des gens et du réel. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais apporter quelque chose. Dans le retour d'expérience qu'on a avec les dirigeants qu'on accompagne, notamment les entreprises qui ont continué et qui continuent à produire, eh bien, le fait qu'ils soient obligés de s'adapter perpétuellement à des changements qui sont de l'ordre de leurs contraintes économiques, de logistique, de fourniture, etc. Et puis tout un tas d'autres contraintes liées à la crise sanitaire et liées aux décisions gouvernementales, ça fait que finalement tout prend plus de temps à tous les niveaux. Et donc, du coup, ça veut dire qu'au bout d'un moment, oui, on est obligé de faire face à ce manque de temps. Et si on reste comme ça, on est dans l'urgence et ça revient à ce qui a été dit au début avec le renforcement des attitudes habituelles, quoi, ou de fond. Il me semble que par contre, de façon positive, ce que nous on met en place avec des trajectoires collectives, ça oblige par la méthode à ces chefs d'entreprise de s'arrêter pour penser, pour réfléchir. Et ça les amène aussi à organiser ces dispositifs de réflexivité dans leur propre entreprise avec leurs salariés. C'est-à-dire de s'obliger par la méthode à structurer des temps, des espaces de temps où on s'arrête et on se pose la question de travailler à partir du retour d'expérience, d'évaluer ce qu'on fait et de penser différemment les choses. Et il me semble que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, ça, de se dire que c'est par la méthode et par ce qu'on construit collectivement qu'on peut arriver à faire bouger les choses parce que on s'oblige à prendre le temps. Nous, on parle de sanctuariser des temps de réunion, par exemple. Ces temps qu'on a prévus de réflexivité, ils sont sanctuarisés, on ne les bougera pas et on les fera. Quoi qu'il arrive, parce que si on commence à ne pas les faire, eh ben, on sera repris par l'urgence et pourtant, dans le retour d'expérience dans le temps, on s'aperçoit que ces temps-là, ils permettent de mieux gérer le reste et de s'exonérer de cette accélération du temps, de ces pertes de temps qui sont liées au moment. Et du coup, de mettre en place quelque chose qui, finalement, du point de vue de la stratégie, un chef d'entreprise ne peut plus réfléchir aujourd'hui avec une idée de stratège liée à de la prospective, puisque l'avenir est trop incertain. Par contre, on les amène à se dire qu'il faut qu'ils travaillent sur les capacités des collectifs, de leur collectif de travail ou de leur écosystème avec d'autres entreprises à être plus résilients
en utilisant ces espaces de réflexivité, à être plus résilient pour pouvoir s'en sortir mieux, réagir de façon intéressante à ce qui remonte du terrain à partir de la réalité. Et donc de faire en sorte de passer à autre chose que cette crise du réel. Merci Didier. On va conclure. Je trouve que ce que tu amènes, là c'est sur la fin, mais ça pose une question énorme. C'est la place c'est la manière dont change l'organisation du travail et la manière dont on a besoin d'intégrer dans l'organisation du travail l'enjeu de la coopération et l'enjeu de la relation avec les autres. Et ça me fait penser, et après on conclura là, à des réflexions qu'on avait eues avec un collectif de managers qui étaient aussi pris par la question de l'urgence. Et quand on a essayé de décortiquer qu'est-ce qu'ils mettaient derrière cette notion d'urgence, on découvre en fait que l'urgence, c'est quand le manager a prévu de faire quelque chose et est interrompu par la sollicitation de quelqu'un qui vient lui demander un conseil, de l'écoute, quelque chose. C'est-à-dire où, du coup, on appelle urgence le surgissement d'un enjeu de coopération, d'un enjeu relationnel dans une organisation qui ne se donne pas des temps pour la relation, dans une organisation qui est saturée de tâches planifiées, de dossiers planifiés. Et alors, c'est ça aussi qui transforme le besoin de relations et de coopération dans l'organisation sous la figure d'une urgence. C'est-à-dire, je suis en train de faire quelque chose et tout à coup, ça tape à la porte et ça crée une tension temporelle tout de suite. Et ce que tu indiques, ça me paraît très important dans cette idée, du coup, de faire évoluer les organisations pour pas les saturer en termes de planification, mais de laisser, et comme tu dis, de sanctuariser des temps de respiration au service des enjeux relationnels entre collègues, dans les enjeux managériaux, mais peut-être même vis-à-vis de clients externes, de partenaires externes, c'est-à-dire de repenser aussi la place temporelle des questions de coopération dans l'organisation du travail, parce que souvent, en fait, l'urgence est aussi le nom d'une coopération nécessaire, mais qui ne trouve pas de place. Et donc, ça se présente sous la figure de ce qu'on a l'habitude d'appeler une interruption. Or, derrière l'interruption, et avec le risque de chercher à réduire l'interruption, sauf que derrière l'interruption, c'est aussi des enjeux de coopération. Et tout ça, ça ouvre aussi des questions très importantes sur les questions de synchronisation temporelle qui sont propres à la relation de coopération, à la relation de service aussi avec des acteurs externes. Et ça interpelle fortement la manière de penser l'organisation du travail, cet enjeu temporel qui est très lié à la dimension relationnelle du travail et donc à la coopération. Je vous propose en fait de conclure, parce qu'il est déjà 18h30, donc je vous rappelle là la consigne d'un petit temps de capitalisation et ensuite je passerai la parole à Anne-Lise. L'idée, c'est de prendre 2 minutes et de noter dans le chat ce que vous emportez avec vous de cette séance et plus particulièrement d'indiquer ce que vous mettez dans votre sac à dos, c'est-à-dire ce que vous retenez comme utile pour maintenant, pour tout de suite, à consommer, à partager avec d'autres tout de suite, et qu'est-ce que vous emportez avec vous, mais plutôt à mettre dans le frigo, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore complètement mûr, quelque chose qui appelle à une réflexion supplémentaire, quelque chose comme ça, qui vous interpelle, mais qui demande un approfondissement. Donc, quelque chose à garder, mais pour plus tard. Voilà, peut-être pour pas trop tarder, je passe la parole à Anne-Lise, et puis une fois qu'Anne-Lise aura conclu, on laissera la salle ouverte quelques instants pour compléter. Anne-Lise, je te passe la parole pour quelques mots de synthèse. D'accord, d'une richesse et d'une densité particulièrement grande, me semble-t-il. On doit reprendre quelques éléments qui, en tous les cas,
qui me paraissent très fortes dans ce qui a été partagé par nous tous ce soir. La première, c'est que l'urgence est une construction par rapport au temps qui opacifie d'une certaine manière le long terme et qui ne donne plus de perspective. Donc, il y a une sorte d'empêchement de la perspective quand on prend l'urgence comme ça au pied de la lettre. Et puis en même temps, il y a eu toute une réflexion qui rend plus subtile la question de l'urgence, qui la caractérise de plusieurs manières et qui dit oui, mais l'urgence aussi, elle crée des automatismes justement pour libérer de la disponibilité. Et c'est aussi intéressant de créer ces automatismes pour pouvoir se garder du temps, pour penser à la nouveauté, à ce qui émerge et qui paraît aussi très important. Alors à ce moment-là, pour penser ce qui émerge, etc., à ce moment-là arrive la question, à mon avis, centrale des modes de coopération. Comment finalement ces nouveautés, cette espèce d'espace qui invite à sortir des cadres prescrits, comment est-ce que cet espace-là peut-il être investi de manière à ce que on puisse le penser ensemble, coopérer ensemble, s'appuyer sur ce qu'a dit à un moment donné Sarah, sur les expériences intérieures pour construire une nouvelle manière de penser le rapport au temps. Et donc, comment, au fond, le temps, la question du temps nous invite à repenser nos modes d'organisation, parfois en sanctuarisant certains espaces de moments de partage, parfois en prenant simplement le temps de la pensée, parce que fréquemment, on est dans le temps de l'action, mais est-ce que l'on peut prendre le temps de la pensée sur l'action? Et ce qui, moi, m'apparaît, par contre, c'est que parfois, on confond temps et vitesse, et que, peut-être pour reprendre Étienne Klein, on fait porter au temps des problèmes structurels qui ne appartiennent pas. Et donc, la question qui reste posée pour nous, c'est comment on s'empare finalement collectivement des manières de penser ensemble une dimension qui dépasse le présent, peut-être pas l'avenir, mais comment est-ce qu'on pense le temps long ensemble plutôt que d'être confronté à l'urgence. L'urgence serait alors un empêchement pour penser le temps long collectivement. Voilà ce que je peux très rapidement, pour essayer de ne pas trop retarder, mais il me semble que là, la manière dont on a déplié la question de l'urgence me paraît tout à fait intéressante et nouvelle et interroge nos modes d'organisation, effectivement. Merci beaucoup, Anne-Lise. Merci à toutes et à tous. Donc, on voulait vous proposer aussi, et même inciter à ne pas hésiter à diffuser l'information sur ces espaces dans vos propres réseaux, dans vos communautés. Vous pouvez faire suivre les messages que vous recevez ou en faire de vous-même, ou si vous pensez aussi qu'il y a besoin de formaliser des choses de manière un peu différente, voilà, vous pouvez aussi nous en faire part. Et l'idée, c'est d'arriver à diffuser un peu plus largement aussi l'information sur ces rencontres et cet espace. Je trouve qu'il progressivement prend comme ça, qui se consolide progressivement de plus en plus, et ça devient vraiment très, très intéressant le contenu des échanges que nous avons. Voilà, donc merci de faire aussi votre part dans la communication ou de nous faire des suggestions aussi. On se retrouve donc la prochaine fois dans 2 semaines, ça sera le 11 février, pour une séance qui va être consacrée sur le thème de la fatigue, des différentes figures de la fatigue. Voilà, et donc d'ici là, eh ben, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis tenons bon. Et merci beaucoup de votre participation, de votre contribution, et à très bientôt. Bonne soirée.